Au sommaire de cette édition, le chef de l'État malgache confronté à une fronde inédite depuis son arrivée au pouvoir fin 2013 a exclu ce dimanche de démissionner comme le veut l'opposition. Au lendemain de son retour au Malawi, l'ex-présidente Joyce Banda s'est défendue devant ses partisans d'accusations de corruption. Et puis au Nigeria, des chrétiens d'Abuja ont demandé ce dimanche qu'il soit mis fin au meurtre dans l'État de Benue. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Des centaines de Libanais résidant en Côte d'Ivoire ont participé pour la première fois aux législatives de leur pays et ce, depuis Abidjan. Les images. Pour la première fois depuis l'indépendance du Liban, plus de 80 000 Libanais de l'étranger, inscrits dans 39 pays, ont commencé à voter depuis vendredi dernier. Un chiffre faible comparé au nombre total de Libanais dans le monde, estimé au minimum à 1 million selon des experts. Ainsi, l'importante diaspora libanaise en Côte d'Ivoire a voté ce dimanche dans la cour de l'école libanaise d'Abidjan, et ce, en avance pour les législatives qui se tiendront le 6 mai au pays du Cèdre. Pour la première fois, la communauté libanaise en Afrique et en Côte d'Ivoire surtout participe à ce genre d'élection des députés libanais au Liban. Les Français le font. Nous étions en retard peut-être. Nous espérons que le Liban arrive à faire la démocratie totale. C'est la démocratie confessionnelle au Liban. C'est un très important jour. Donc on est chanceux de pouvoir voter pour le Liban. Et surtout, moi je suis de Saïda. Donc je viens voter pour Saïda. Et je suis chanceuse de pouvoir voter ce jour-là en Côte d'Ivoire. Les bulletins seront envoyés à Beyrouth, conservés à la Banque centrale avant d'être transmis le 6 mai aux circonscriptions d'origine des électeurs pour dépouillement. Selon la loi électorale, 6 sièges seront alloués à la diaspora aux prochaines législatives de 2022. À Madagascar, le président Eri a catégoriquement exclu d'obtempérer aux injonctions à la démission de l'opposition qui manifeste depuis 8 jours dans la capitale, Antananarivo, et ce, contre les lois électorales. Accusé par ses adversaires de vouloir les faire taire, notamment par le biais de nouvelles lois électorales jugées partiales, le président malgache Eri a, lors d'une conférence de presse ce dimanche, catégoriquement exclu d'obtempérer aux injonctions à la démission de l'opposition. Je suis président par la volonté du peuple et ce serait trahir le peuple malgache que de quitter le pouvoir alors que ce sont des millions de personnes qui m'ont élu, mais pas des milliers de personnes. Ce n'est pas une question d'effectif ou de nombre, mais c'est une question à la fois de principe et de légalité. On veut imputer sur l'État une responsabilité qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas dans le cadre de ces manifestations-là, de ce genre, dans le cadre des forcings au niveau de la radio nationale ou de la télévision nationale, qu'on peut résoudre les problèmes de ce pays. À 7 mois des élections générales, le chef de l'État, Eri, est confronté à une fronde inédite depuis son arrivée au pouvoir, fin 2013. Mais il n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat à la fin de l'année. Par ailleurs, un nouveau rassemblement de l'opposition est déjà prévu ce lundi, place du 13 mai. Pendant ce temps, au Bénin, les travailleurs de l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions, reversés au sein du ministère de la Justice, poursuivent le combat pour leur survie. Réunis en congrès sous la bannière de leur syndicat mère, le Sintra MCRI, ils ont opté pour une mutation profonde de leurs tests et statuts en adéquation avec leur nouvel environnement de travail. À l'unanimité des travailleurs présents, le Sintra MCRI a fait peau neuve en cédant place au Sintra JRI. Plus de précisions avec le secrétaire général du nouveau-né syndical, suivi de la réaction du secrétaire de la CSTB, confédération syndicale à laquelle les 10 travailleurs sont affiliés. On les suit. Le Sintra MCRI n'est pas consulté ou associé au débat qui se mène au sein du ministère. La raison officieusement évoquée par les autorités
pour justifier ce refus de dialogue est que le Central MCRI est un syndicat illégitime. En effet, pour les autorités du ministère de la Justice, le Central MCRI ne devrait plus exister dans la mesure où l'ancien département ministériel auquel il était rattaché a disparu du paysage institutionnel du pays. Un syndicat ne tire pas sa légitimité de l'existence d'une entité administrative, mais plutôt de l'existence d'un personnel. Et dans la situation qui est celle du Central MCRI, le personnel duquel il tire sa légitimité existe toujours. À partir de ce moment, il est aberrant de penser et de dire que la disparition de l'SMCRI emporte d'office la disparition de son syndicat. La CSTB, notre ligne, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Contre la brimade, et nous vous demandons de poursuivre le combat. Nous serons avec vous. Je vais rencontrer personnellement le ministre Diogbenou pour qu'il me dise, en tant que ministre, s'il lui est venu faire des quartiers dans le ministère ou s'il est venu gérer tout l'ensemble du ministère pour l'intérêt des travailleurs. Si quelqu'un n'est pas courageux parmi vous, ne le mettez pas devant. Si quelqu'un est friand un peu de gains faciles, ne le mettez pas devant. Si quelqu'un a trop peur, ne le mettez pas devant. Je demanderai à tous les syndicats du secteur de la justice de rester unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas gagner la bataille. Je le disais en titre, l'ex-présidente du Malawi, Joyce Banda, a démenti toute implication dans le scandale de corruption à l'origine de son exil. Cette déclaration intervient au lendemain de son retour dans son pays. Devant 3000 partisans de son parti populaire, réunis dans son village de Domassi, dans le centre du pays, l'ex-présidente Joyce Banda a démenti ce dimanche toute implication dans le scandale de corruption à l'origine de son exil en 2014. C'est moi qui ai procédé aux arrestations et c'est moi qui ai lancé l'audit et le rapport de l'audit est un document public en ligne et le directeur du bureau anticorruption a dit que je n'étais pas impliqué. J'ai un certificat d'Interpol après 9 mois de recherche qui dit que mon nom n'y figure pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda s'est refusée à répondre ce dimanche aux appels de ses partisans qui la pressent de se présenter à l'élection présidentielle prévue dans 1 an. Elle a renvoyé à plus tard l'annonce d'un éventuel retour en politique. Par ailleurs, la police a délivré en 2017 un mandat d'arrêt contre Joyce Banda qui n'a toutefois pas été inquiétée ce samedi à son retour. Depuis quelques jours en Guinée, les regards sont tournés vers les États-Unis où un couple de Guinéens a été inculpé pour travaux forcés. Le mari a été identifié comme étant le fils de l'ancien président guinéen Sékou Touré. Une petite fille arrivée en 2000 à 5 ans aurait passé 16 ans sous leur domination. Violentée, transformée en esclave domestique, elle a pu échapper à cette condition. Le couple est désormais appelé à répondre de sa forfaiture. Des précisions à travers ce reportage. Dans le viseur de la justice américaine pour travaux forcés, le couple Touré, dont le mari, 57 ans, n'est autre que le fils de Sékou Touré, le premier président guinéen. Dans la petite ville de Soft Lake, au Texas, les voisins disent avoir longtemps pensé que la jeune fille était simplement une nounou embauchée pour s'occuper des 5 enfants du couple Touré, malgré le fait qu'elle ne soit pas scolarisée, qu'ils la voient toujours travailler sans aucune sociabilité à l'extérieur, ou même qu'on les retrouvait un jour errantes dans un parc, sans argent, sans papier et sans capacité à parler anglais. Devenue une jeune femme de 20 ans, la victime a finalement réussi à s'échapper en août 2016. Les premières accusations évoquent aujourd'hui un travail non-stop au service des Touré, des sévices corporels, de mauvais traitements permanents. Pris de court, la défense répond que l'enfant a été envoyé par son père aux États-Unis pour avoir une vie meilleure et qu'elle a été traitée comme faisant partie de la famille. Un argument qui tient à peine face aux plaintes. Ironie du sort ou pas, cette affaire prend une allure cauchemardesque pour la famille Touré la semaine même
où a été célébré le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies. En Guinée, on suit de près l'évolution du dossier avec un sentiment de déception mêlé de révolte. Allons à présent au Nigeria où lors d'une manifestation, les chrétiens d'Abuja ont demandé qu'il soit mis fin au meurtre dans l'état de Benue où une attaque contre une église a tué 18 personnes. Et en représailles à cette attaque, 11 musulmans Haoussa ont été tués par des jeunes en colère. Je crois que le président Muhammadu Buhari peut mettre fin à ces meurtres. Je crois que s'il se lève, ces gens s'arrêteront. Qui sont ces gens? Peuvent-ils affronter Buhari? Ils ne peuvent pas. Buhari devrait juste se lever et leur parler. Nous ne portons pas d'armes, nous n'enseignons pas le port d'armes, mais nous pouvons faire appel à Dieu. Notre Dieu est plus grand que les munitions humaines. Our God is bigger than human ammunition. So I've always prayed that. J'ai donc toujours prié pour que Dieu, dans son pouvoir infini, soit capable d'arrêter cette tuerie gratuite qui se déroule au Nigeria, que ce soit à la suite d'un meurtre religieux, communautaire, politique, rituel, quel qu'il soit. Nous ne sommes pas censés prendre la vie d'une autre personne. En République démocratique du Congo, un tribunal militaire a condamné ce samedi un chef de guerre à 20 ans de prison. Les juges l'ont reconnu coupable de crimes de guerre commis il y a 10 ans. Reportage. Maron Toumoua a été reconnu coupable de viol, d'esclavage sexuel et d'attaque contre des civils dans l'est de la RD Congo 10 ans plus tôt. Un tribunal militaire a donc condamné le chef de milice à 20 années de réclusion. Selon l'organisation non gouvernementale Trial International, Ntumwa a persécuté des centaines de villageois entre 2005 et 2007. L'ONG l'a décrit comme dirigeant un groupe organisé qui a enlevé et torturé des hommes et des femmes, attachant les victimes aux arbres ou les jetant dans des fosses. Le procès a également ordonné une indemnisation de 2 à 5 000 $ à chacune de ces victimes. Les provinces du Nord et du Sud Kivu ont connu une vague de violence de la part de milices qui estorquent souvent de l'argent aux civils ou se basent entre elles pour le contrôle des ressources minérales. Le procès qui s'est tenu du 13 au 28 avril jugeait des faits remontant aux années 2005 à 2007. Le procès s'est tenu 3 mois après la condamnation à perpétuité de 11 miliciens jugés pour des viols massifs sur des fillettes à Kavumu, dans cette même province du Sud Kivu, fief d'autres milices qui violent toujours des femmes et des fillettes en 2018. Et puis Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité le 29 avril un important sommet sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo, marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent et du roi du Maroc. Ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Brazzaville intervient 1 année et demie après le lancement de l'initiative du Fonds bleu par le Congo à l'occasion de la COP22 à Marrakech au Maroc. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par une douzaine de pays en mars 2017 en terre congolaise. Tous les dirigeants des pays concernés se proposent d'adopter une position commune pour la préservation de l'environnement, mais aussi de définir les projets dits intégrateurs de développement et de mobiliser des financements auprès des bailleurs en vue de leur réalisation. Les projets du Fonds bleu portent entre autres sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement de la pêche. Invité d'honneur du sommet, le roi Mohamed VI du Maroc n'a pas été du reste. En plus du sommet, a été inscrit à son agenda d'autres discussions et échanges avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Une signature de nouveaux accords bilatéraux a sanctionné les échanges. La dernière visite du souverain marocain au Congo remonte à 2006. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à tous en compagnie de programme.